Situé à Guinaw Rail Nord, en face du camp militaire Thiaroye, juste à l'entrée de l'autoroute à péage, cours privé Dr Cherdien ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue dans cette rentrée 2020-2021. Vous désirez assurer votre réussite académique, devenir quelqu'un d'important dans ce pays? Alors, n'hésitez pas à choisir les cours privés du Dr Cherdien. Notre secret, en quelque sorte, c'est que d'abord, c'est au niveau de l'administration. Nous avons eu à privilégier tout simplement une administration horizontale et éviter le verticalisme. Et non sans savoir aussi que le seul baromètre ou le seul indicateur fiable, en quelque sorte pour une école privée, ce sont ses résultats. Et nous nous sommes donnés corps et âme et nous avons eu à épuiser toutes les voies et moyens pour au moins satisfaire les parents d'élèves. Ça veut dire chaque année, nous assistons à des résultats vraiment qui montent au fur et à mesure. D'abord des 50%, des 75%, des 80%, et il y a une année que nous avons eu à faire 100%. Et cette année aussi, nous avons eu à faire de très bons résultats. Et tout ça est dû tout simplement à une bonne organisation. Également, je félicite de passage les professeurs, également l'administration. Les niveaux sont répartis comme suit: élémentaire, moyen et secondaire. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 432 94 71 ou visiter notre site internet écolecherdien@gmail.com. La réussite, c'est nous. C'est clair, encore une fois. Donc, alors, par rapport toujours à cette même question, donc je ne peux pas ne pas aborder la pandémie du coronavirus qui a un peu affecté même les entreprises du point de vue de leur rythme de recrutement de nouveaux employés, ainsi de suite. Alors ça, donc vous pouvez nous en dire un peu par rapport à une explication par rapport à l'impact même de cette pandémie-là, par rapport au ralentissement même du... Non, si nous allons au niveau mondial, le BIT a publié un rapport qu'on appelle jeunesse et Covid-19. Et dans ce rapport, c'est publié dans le courant de l'année. Mais dans ce rapport, les jeunes précisent qu'à 61%, ils ont été impactés dans leur emploi. C'est-à-dire, la durée du travail a diminué, le revenu a diminué, mais aussi la productivité a diminué. Et ça, c'est au niveau mondial. Ça veut dire que... Il n'y a plus de recrutement. Non, recrutement, ça existe parce que... malheur est bon pour certains, mais c'est merveilleux pour d'autres. Aujourd'hui, avec la Covid, tout le monde sait que les entreprises de fabrique de détergents ont eu des chiffres d'affaires extrêmement élevés. Non, ça il faut comprendre. Les cliniques se sont fait énormément d'argent. Les médecins à domicile, ils ont vécu la chose avec... voilà. Les structures de sécurité devaient sécuriser les milieux dans lesquels, etc. Donc je pense que le télétravail avec le numérique, c'est ce qui gère les applications, les télévisions. Vous-même, vous avez beaucoup bénéficié en réalité de l'impact Covid parce que les gens sont restés à la maison et ils étaient en train de regarder. Il y a eu des milliers de vues qui vous ont été payées après. Donc c'est dire que si ça ne faut, sur le marché du travail, il faut toujours concevoir certaines situations qui peuvent être désastreuses, même catastrophiques, comme des opportunités pour certaines entreprises. Et donc, certains ont bien marché. Le commerce en ligne, par exemple, l'auto-emploi a explosé en matière de commerce en ligne. Les gens ont fait du commerce, ont fait des ventes en déposant des chemises, des t-shirts, etc. Les livreurs, c'est des emplois qui se sont en réalité créés. Mais par contre, l'entreprise classique a dégringolé. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une première ordonnance qui a été prise quand l'état d'urgence a été décrété. Et je pense que l'idée était de sauvegarder l'emploi. Mais aussi, il ne faut pas se leurrer sur cette question. L'entreprise n'est pas une structure philanthropique. Son objectif premier n'est pas de recruter, mais plutôt de créer des richesses et de faire des bénéfices. Quand l'entreprise souffre, il y a des leviers dans le code du travail et qui sont en réalité légaux sur lesquels elle peut s'appuyer. Et c'est ce qui fait que malgré cet effort-là de l'État de diminuer vraiment l'impact, parce que l'État du Sénégal a fait une chose qui n'a pas été faite partout. L'État a essayé d'appuyer les entreprises, mais aussi l'État a essayé de contraindre les entreprises à ne pas licencier. Déjà, rien que sur ces mesures-là, c'était formidable. Mais aussi, il faut comprendre que, quel que soit Alpha,
Quand une entreprise est en situation d'insolvabilité et de difficulté, il y a le levier qui est le licenciement pour motif économique ou licenciement pour réorganisation. Donc si les gens ne l'ont pas fait durant la période de l'état d'urgence, mais il faut s'attendre à ce que 2020-2021 soit teinté en réalité de licenciement pour motif économique. Maintenant, ça veut dire autre chose. C'est-à-dire que ceux qui étaient sur le marché du travail et qui étaient en demande, ils vont redoubler d'efforts parce que ça ne va pas être encore aussi facile. Les jeunes auront beaucoup plus de difficultés à trouver en réalité de l'emploi. Donc d'où l'État doit investir et se subroger à la capacité de création d'emplois des entreprises. Merci beaucoup. Donc, je ne pouvais pas ne pas aborder cette question parce que ça fait partie de l'actualité jusqu'à maintenant. Hein. Alors, donc, je voudrais un peu toujours revenir sur une question d'actualité par rapport qui parle même de l'immigration clandestine, par rapport à la migration, même toujours du travail. Donc, ne pensez-vous pas que c'est ce même manque d'emploi qui pousse les jeunes à prendre la mer et de perdre la vie gratuitement? Ouais. C'est que c'est une situation extrêmement catastrophique parce que on est humain et ce sont des concitoyens qui affrontent la mer et qui perdent la vie. Il y a beaucoup d'explications. Si vous êtes sociologue, vous direz que c'est un malaise social. Mais le malaise social vient en réalité de beaucoup de choses. En sociologie, on dit même qu'il y a ce qu'on appelle le suicide anomique. C'est-à-dire que la personne ne se sent plus dans la société et il met fin à sa vie. C'est des choses qui peuvent exister. Maintenant, pourquoi il ne se sent plus dans la société? Est-ce que certains ne sont pas découragés sur le comportement politique et sur la politisation totale de tout au Sénégal et qui fait qu'ils n'ont pas d'espoir de vivre ce moment d'émergence économique? Ça, il faut se poser la question. Est-ce que les gens ne sont pas aussi sous le poids social extrêmement lourd? Parce que n'oubliez pas que si vous avez une population qui travaille de l'ordre de 4 à 5 millions et que vous avez une population en charge qui est de l'ordre de 10 millions à 12 millions, mais imaginez, vous pouvez avoir un salaire de 600 000, mais vous devenez un travailleur pauvre parce que ceux qui dépendent de ce salaire en réalité ne permettent pas en réalité de faire des marches. Donc la notion de travailleur pauvre, on l'a définie par rapport à l'obtention de 2 $, je ne sais pas, par journée, mais il y a des travailleurs qui, après vraiment avoir reçu leur salaire qui est miroité un peu partout, se retrouvent dans une situation de pauvreté extrême. Ça peut être une explication. L'autre aspect, c'est que il y a un désenchantement. Moi, c'est la lecture sociologique que j'ai. Aujourd'hui, les gens comprennent que l'État peut faire des efforts, on peut avoir de l'espoir, mais quand tout est politisé, les gens n'ont plus cette envie-là de continuer. Et il faut renvoyer cette question à tous les cadres sénégalais. Il y a la fuite des cerveaux. Les gens vous disent que quand vous connaissez, on vous néglige, finalement vous vendez votre connaissance ailleurs. Il y a combien de professeurs d'université qui sont 1000 fois, non, avec des réputations extrêmement trucs, qui sont dans des universités du monde et qu'on ne connaît pas au Sénégal? Donc la fuite des cerveaux, c'est une forme de migration, mais qui est sélectionnée et qui est basée sur la compétence. Moi, je vous dis par exemple que naturellement, les gens migrent. Parce qu'en Europe, quand les gens étaient en surpopulation, quand les gens étaient face à la peste, quand les gens ont été face à des situations extrêmes, les Européens ont essayé de trouver d'autres solutions. Les Espagnols et les Portugais ont fait des pirogues. Ils ont été vers l'immigration en venant en Afrique pour en réalité trouver des ressources, pour trouver en réalité du travail, pour relancer leur économie. Et c'est comme ça que la traite négrière est née. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est une question qui est là et qu'il faudra assumer. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'Internet est là, c'est ouvert. On ne peut pas empêcher aux gens de voyager. Moi, par exemple, j'ai un projet d'immigration. Il faut prendre en compte ces éléments et le gouvernement devrait agir. Et je pense qu'on a des leviers vraiment pour agir. Parce qu'aujourd'hui, dans tous ces pays-là où les Sénégalais partent, il y a des accords que le pays doit signer. Le Sénégal a déjà signé un accord dans le cadre d'un projet qu'on appelle Match. C'est des jeunes qu'on va prendre au Sénégal et au Nigeria, qu'on va former et qu'on va amener en Hollande, en Grande-Bretagne, en Allemagne, etc. Ça, c'est une forme de migration formelle. Il y a eu les jeunes qui ont été amenés en Italie, etc. Mais l'État doit suivre parce que c'est des programmes qui doivent être dépolitisés et qui doivent être gérés de façon stricte. Et les consulats doivent être réellement impliqués. Parce que parfois aussi, vous envoyez des jeunes, à la fin du projet,
ils ne rentrent pas, ils disparaissent dans la nature. Et c'est arrivé avec beaucoup de projets au Sénégal. Parce que aussi, c'est des jeunes voilà, qui n'étaient pas suffisamment préparés, qui étaient dans des franges juste politiques, quoi. Donc, il y a des choses qu'il faudra en réalité réellement corriger. Et je pense que c'est un investissement soutenu de l'État et un fonctionnement correct de toutes les structures aujourd'hui qui ont été créées pour pouvoir en réalité faire face à cette difficulté-là. D'accord, merci encore une fois. C'est par rapport à cette question même qui est d'actualité. Et je pense que, comme vous le dites, hein, il est temps de prendre des solutions idoines, des décisions idoines pour un peu arrêter cette catastrophe, je peux dire comme ainsi. Alors, donc, je vais aborder peut-être la dernière question parce qu'il nous reste que peut-être une petite 5 minutes pour terminer l'émission, l'entretien. Alors, je voudrais un peu parler sur la mutation du travail et la flexibilité qui est d'actualité. Parce que tout à l'heure, dans votre explication, vous avez parlé un peu de télétravail qui est en quelque sorte l'une des choses, des innovations en milieu professionnel. Donc là, on parle de mutation du travail qui va changer un peu l'environnement du travail. Et puis la flexibilité aussi, c'est-à-dire l'adaptation avec ces changements même au niveau du travail. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à cette question? Aujourd'hui, je pense qu'on a célébré l'année dernière les 100 ans de l'OIT. L'OIT a été créé en 1919. Et 2019, l'OIT a eu 100 ans. Donc les 100 ans de l'Organisation internationale du travail ont été célébrés l'année dernière. Et cette célébration était l'occasion de faire le point sur l'avenir du travail. Qu'est-ce qui a été fait par le BIT, par les pays jusqu'en 2019 et sur quoi on doit se projeter. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des objectifs de travail décent qui n'ont pas été à ce jour atteints. Il y a des objectifs de création d'emplois qui n'ont été atteints nulle part. Il y a des objectifs d'accès à la protection sociale qui ne sont pas en réalité aussi atteints. Prenons l'exemple du Sénégal. Vous travaillez, vous perdez votre travail, vous n'avez pas d'indemnité de chômage. Alors que le Sénégal a signé une convention qu'il met en œuvre à 90%. Ou à 95% si vous voulez. Parce qu'il y a la convention 102 sur les normes minimum de sécurité sociale qui disent qu'il y a 9 branches de sécurité sociale qu'il faut prendre en charge pour un travailleur. Le Sénégal prend en charge la maternité, la vieillesse, le décès du travailleur, etc. l'accident du travail, la maladie professionnelle, mais ne prend pas en charge le chômage. Aujourd'hui, l'indemnité de chômage doit exister. Parce que le moment est venu qu'on réfléchisse sur ça. Si le gouvernement est capable de donner des bourses de sécurité familiale, je pense qu'on doit aussi envisager par la même occasion comment donner en réalité des indemnités de chômage, même symboliques, qui peuvent permettre, dans un premier temps, pas à tous les chômeurs, ça peut permettre dans un premier temps aux travailleurs qui ont perdu leur emploi de bénéficier de cette indemnité-là pendant 6 mois, 1 an, renouvelable, etc. Le temps qu'ils trouvent. Et maintenant, s'il y a des opportunités qui leur sont proposées, s'ils sont accompagnés pour l'auto-emploi et qu'ils ne veuillent pas qu'on les retire du dispositif, le gouvernement peut réfléchir sur ces aspects-là qui peuvent atténuer un peu les effets de la pauvreté, etc. Donc ça, c'est 2. De 3, on a vu que le milieu de travail est encore extrêmement mortel. Les gens tombent malades à l'occasion du travail, ils ont des fractures à l'occasion du travail, ils meurent même à l'occasion du travail. Alors que l'objectif principal de la santé-sécurité au travail, c'est que la personne sorte indemne en réalité de son travail et soit dans une situation de bonheur au travail. Et ça, je pense que c'est tout le monde qui a été indexé. Tout le monde, toute l'humanité a été indexée. Même les pays qui semblent être développés, etc., il y a des aspects qui ne sont pas respectés. Parce que, allez-y en Europe, ceux qui partent à l'immigration clandestine, dans leur grande majorité, ils travaillent au noir. C'est-à-dire que vous travaillez dans un restaurant, l'employeur vous cache parce que l'inspection du travail ne doit pas vous trouver là-bas. Il va vous payer la moitié du salaire normal qu'on paye en Europe. Ça existe un peu partout. Et il y a beaucoup de migrants qui vivent de ça et parfois c'est extrêmement compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, indépendamment de ces aspects, le BIT ou le monde globalement a constaté qu'il y a de nouvelles donnes. La nouvelle donne, c'est quoi? C'est la 4e révolution industrielle, le numérique. Le numérique est venu à bousculer nos vies. Aujourd'hui, vous avez votre propre télé, vous avez votre propre chaîne. 20 ans, 15 ans derrière, personne ne pouvait l'envisager. Il y avait que la RTS, etc. Aujourd'hui, vous avez votre WhatsApp. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez bousiller le monde en un rien de temps. Et je pense que c'est le numérique qui a fait ça, qui a fait des économies de temps, des économies d'argent et des économies en réalité de déplacement. Mais ce numérique-là a aussi occasionné autre chose.
c'est-à-dire ce qu'on appelle l'automatisation. Et l'automatisation aujourd'hui pose un débat sérieux au niveau international. Lequel débat? Des études ont montré qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des emplois qu'on a au monde, 5% de ces emplois-là peuvent disparaître. Pourquoi? Parce que ces emplois peuvent faire l'objet de traitements automatiques ou informatiques. C'est-à-dire qu'avec des machines, avec l'informatique, on peut supprimer certains emplois. Aujourd'hui, vous avez vu, les photographes, ils sont obligés de faire autre chose, de faire des portraits d'art, d'agrandir des photos pour pouvoir vendre. Mais personne ne va plus chez je sais pas, chercher ou truc pour se photographier. Ça n'existe plus. Parce que les gens ont leur propre portable et les portables sont 1000 fois plus performants que les gars. Alors qu'ils n'étaient pas extrêmement techniques. Donc, l'automatisation, 5% des emplois peuvent disparaître. Ça, c'est d'un. De deux, ce que les rapports ont dit, c'est pire encore, c'est que sur l'ensemble des emplois que nous avons, 50% des tâches de nos emplois peuvent être automatisables. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous avez votre caméraman, etc. À un moment donné, vous pouvez être caméraman et journaliste en même temps. Ça veut dire que 50% des tâches peuvent être automatisées. Vous réglez, vous faites tout, vous avez votre commande, vous cliquez, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une menace réelle pour l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, là où vous employez 10 personnes, vous pouvez employer 5 personnes. Mais d'autres contredisent en disant que l'automatisation, le numérique, ne peut pas en réalité tuer l'emploi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'homme au début et à la fin de tout. Et il y a des algorithmes qui permettent de programmer ça et c'est des hommes qui vont le faire. Donc d'où le numérique est une source intarissable de création d'emplois. Donc ce qu'on avait craint avec le numérique, c'est que ça va aboutir à la création de milliers d'autres formes d'emplois, en réalité qui permettent aux gens de vivre. Aujourd'hui, vous avez des community management, je ne sais pas comment on le dit encore, les gens qui sont en back-office, la gestion de sites internet, la gestion même aujourd'hui de réseaux sociaux. On va vous gérer votre Instagram, etc. Ça, c'est un métier maintenant. Et je pense que c'est des aspects qu'il faut prendre à haute estime. Et cette transformation du travail pose le débat sur l'avenir du travail. D'aucuns disent que demain, le travail ne sera plus la même chose que ce que nous sommes en train de faire. Et on l'a constaté avec la Covid, le télétravail, que notre code du travail, nos dispositions juridiques n'avaient pas pris en compte, est venu en réalité bousiller la chose. Vous êtes en télétravail. Mais le télétravail, ça peut être une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose. Parce qu'à quel moment on va vous considérer comme astreint aux horaires de travail? Si vous détériorez le matériel que vous utilisez, que l'employeur a mis à votre disposition, quel va être? Même les réunions organisées. Voilà, quel est le niveau de confidentialité? Est-ce que c'est pertinent? Non, ça permet d'évoluer, mais ça pose en réalité d'autres problèmes juridiques. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours qu'on ne peut pas dire qu'on doit supprimer l'étude du droit, l'étude de la sociologie, etc. Moi, je recommande toujours aux jeunes d'utiliser leur matière et de les contextualiser. Aujourd'hui, un sociologue du numérique, aujourd'hui, un juriste du numérique, mais s'il apprend et écrit dans ça, dans 10 ans, qu'est-ce qu'il va devenir? À l'UGB, on avait l'exemple de Baye Samba Diop, qui était un juriste, qui a été l'un des rares à anticiper. Baye Samba, il écrit sur les télécommunications alors qu'on avait Métis Sakana, je pense. C'était la chose là, Métis Sakana, les trucs de web là. C'était à l'état primaire des années 2000. Il écrit un mémoire sur le droit des télécoms. Aujourd'hui, c'est l'un des rares experts pointus au Sénégal sur cet aspect. Il s'appelle Baye Samba Diop. C'est un gars que je connais, je suis fier de lui. Et c'est comme ça que les étudiants doivent faire. Apprenez le droit, apprenez la géographie, soyez dans le général, mais utilisez les réalités du moment, utilisez les réalités du pays et essayez. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin de négocier des contrats sur le pétrole. Le Sénégal a besoin de négocier des contrats sur le numérique. On nous berne le plus souvent. On n'a pas suffisamment de juristes pointus. Parfois, on paye des toubabs très cher pour faire ça. Et donc, le moment est venu à l'université de changer de spécialité et d'orienter les jeunes vers voilà. Et cela va faire quoi? Le numérique va permettre maintenant de faire émerger ce qu'on appelle le gigue emploi. Le gigue économie, comme on dit. Gigue économie, c'est quoi? On morcelle le travail et on sous-traite ça. Je veux faire du shooting, magazine. Tu es dans une... tu mets en place ton magazine. Tu vas prendre un photographe, il te fait le shooting, tu payes. Et il part. Il ne travaille pas pour toi, mais il fait des prestations.
Et c'est vers quoi le monde en réalité va tendre progressivement. Maintenant, est-ce qu'il s'agira d'aller vers une relation de mariage, contrat de travail à durée déterminée, contrat de travail à durée déterminée? Les gens se disent non. Et c'est la raison pour laquelle les employeurs réclament aujourd'hui qu'on fasse sauter beaucoup de barrières. Parce que aussi, la culture a montré. Moi, je suis un inspecteur de travail de pratique. Dans l'émission, je suis juste une personne de ressources. Je porte la casquette d'aucune structure. Je ne suis pas ministère du Travail, je ne suis pas État, je suis personne. C'est juste un partage d'orientation, un partage de position d'un citoyen sénégalais. Mais c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué. Et je pense qu'il y a des choses que nous devons en réalité mieux maîtriser, mieux appréhender. L'avenir du travail doit être discuté. Donc, dans ce cadre-là, la législation doit être discutée. Le télétravail, qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu? Qu'est-ce qu'on va en réalité mettre aussi comme contenu dans les contrats de travail? Parce que les gens veulent beaucoup plus de liberté maintenant. Il faudrait que le code du travail s'adapte. D'aucuns vont vous dire que pour allier vie professionnelle et vie privée, j'opte pour le travail à temps partiel. Et ça doit être des options dans les contrats de travail. Mais des options personnelles, pas des options que l'employeur impose. Parce qu'aujourd'hui, il y a cet aspect. Les femmes souffrent dans le monde professionnel parce qu'en voulant être promues, elles sont obligées de se concentrer. Elles ne vont pas faire d'enfants ou elles vont être tapées dessus par le mari qui dit qu'on ne s'occupe pas de moi. Ou parfois la maternité n'est pas accompagnée parce qu'on n'a pas de crèche pour permettre à la femme en réalité de mieux se concentrer. Je pense qu'il y a des réformes de fond, des réformes majeures à faire. Mais la flexibilité par contre, c'est le fait d'enlever tous ces verrous. C'est-à-dire de faire en sorte que le licenciement soit beaucoup plus facilité, mais que le recrutement soit aussi facilité. C'est qu'il y ait moins de rigueur, moins de contrats de travail, inspection à signer, on va truc extra. Non, on va faire de sorte que on s'accorde sur quelque chose, on travaille, après, bof, voilà. Mais ça veut dire quoi? Quand vous offrez la possibilité à des employeurs de licencier rapidement, sans payer des indemnités ou sans respecter certaines procédures, mais ça peut être la mort du travail ou du travailleur, ou la paupérisation de masse. Et dans nos recherches, on a vu que les seuls pays qui ont réussi ça sont les pays scandinaves, les pays d'Europe du Nord. Parce que c'est des pays dans lesquels il y a un fort niveau de prise en charge de la protection sociale. C'est-à-dire que quand tu perds ton travail, le système te verse une indemnité de chômage jusqu'à ce que tu trouves un autre emploi. Et donc, quand l'État parle de flexibilité du travail, il faudra forcément envisager l'extension de la protection sociale vers la prise en charge du chômage, mais pour toute la population active concernée. C'est-à-dire que quand on est chômeur, quand on est travailleur qui perd son emploi, on doit prétendre à cette indemnité en réalité de chômage. Et je pense que le débat doit être orienté à ce niveau et le respect des clauses de sécurité sociale. Voilà, d'accord. Maintenant, c'est clair, monsieur le directeur. Vraiment, c'est un plaisir vraiment de partager avec lui, monsieur Dembo Diop, actuel inspecteur du travail. Donc vraiment, on traitait même sur l'aspect du marché du travail sénégalais. Alors, je pense que vous pouvez faire une petite conclusion par rapport toujours à ce thème. Avec toutes les questions qu'on a déjà abordées, vous faites une conclusion et puis vous donnez votre dernier mot. Oui, merci, Bof. Le dernier mot, c'est juste vous remercier pour déjà l'occasion, parce que c'est des choses que nous aimons, c'est des choses qui nous passionnent, parce que nous voulons toujours nous améliorer, nous voulons toujours aller de l'avant. Tous les jeunes que j'ai eu à rencontrer dans ma modeste expérience, ce que je leur ai dit, Demlen Djangi, allez apprendre. En ce moment même, je suis une formation très dense qui m'impose à travailler comme un étudiant chaque jour en ce moment, alors que j'ai exercé de très hautes responsabilités. Parce que nous sommes condamnés à être éternellement des demandeurs d'emploi ou des prestataires de services. L'être humain est naturellement insatisfait et c'est la raison pour laquelle quand il n'est pas satisfait dans son milieu naturel, il va ailleurs. Donc la question de la migration, il faut l'encadrer, signer des accords de partenariat et mettre une dose économique là-dessus. Essayez aussi de comprendre une chose. Les pays ne gèrent que leurs intérêts. Aujourd'hui, vous allez en Côte d'Ivoire et au Niger. Quand vous recrutez un expatrié, c'est-à-dire un étranger,
Vous recrutez de l'étranger, vous payez un pourcentage de plus sur son salaire que vous versez au trésor public. Et ce montant va financer l'emploi des jeunes. Parce qu'on dit qu'il faudrait qu'on recrute au niveau local. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lois. La loi sur le local content, sur l'aspect pétrole, gaz, hydrocarbures. Et on nous dit que dans cette loi, à l'article 7, je pense, que les entreprises doivent être des entreprises des entreprises de droit sénégalais. Il y a des pièges là-dessus. Des étrangers peuvent collaborer. Mais que l'emploi doit être promu en priorité pour les Sénégalais. Et que les entreprises doivent avoir un plan de formation des jeunes Sénégalais. Ça, je pense qu'il doit y avoir des mécanismes de contrôle par l'inspection du travail. Il doit y avoir des mécanismes de sanctions très clairs, stipulés dans le cadre du Code du travail. Encore une fois, je le rappelle, on est à l'heure de la relance économique, mais il faudrait que tout le monde y croie. Moi, je suis l'un des fonctionnaires, l'un des citoyens sénégalais qui croient fermement que les objectifs du PSE peuvent être réalisés. Parce que c'est un programme qui a été, c'est un plan qui a été densément élaboré. Vous lisez le PSE, vous en apprenez même sur votre propre pays, des choses que vous ne savez pas. Il y a une vision qui est dedans, mais il faut qu'on aille vers la concrétisation. Et la concrétisation, c'est le fait de compter sur les compétences de tous bords. Le fait, en réalité, d'impliquer davantage les Sénégalais et d'être dans une situation de transparence et de reddition de comptes. On parle de bonne gouvernance. Il faut que les gens aient accès à l'information. Il faut que le débat public soit assaini. Et que sur ces questions-là, qu'on soit plus technique. Parce que parfois, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller dans les médias, de donner leurs opinions. Parce que parfois, il y a des gens qui ne sont pas trop fair-play, qui en font des affaires politiques et personnelles, qui essaient de vous démontrer. C'est des choses extrêmement trucs. Mais je pense que des hommes comme moi qui n'ont aucun intérêt à la politique, ça je le déclare, je partout, je ne fais pas de la politique, je ne veux pas être maire, je ne veux pas être ministre, je ne veux rien. Je suis un simple citoyen et je mène ma vie. Je contribue à mon pays, à ma manière, et je pense que nous contribuons de la meilleure des manières. Mais il faut que l'on soit focus sur le développement en réalité nationale. Que les gens arrêtent de demander des mairies alors qu'ils n'ont pas de plan de développement local. Qu'ils arrêtent de demander à être maire alors qu'ils n'ont pas en réalité de partenaires qui peuvent leur permettre de développer. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous faites de la politique, vous êtes maire, vous espérez devenir député, vous espérez devenir ministre, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre localité? Vous dites que l'État n'a pas versé le budget. Mais ce n'est pas l'État de verser le budget qui gère votre commune. Aujourd'hui, il y a un homme extrêmement courageux et qui fait concurrence au niveau national. Il s'appelle Serigne Gueye Diop, je pense. C'est le maire de Sandiara. Il fait des choses extraordinaires. Même si les jeunes contestent dans sa... C'est quelqu'un qui a réussi à mettre en place une zone en réalité économique spéciale à Sandiara. Il parvient à attirer des entreprises, à créer des impôts, à créer des emplois. Mais c'est cela qu'on attend en réalité d'un maire. Il faut qu'on arrête d'être dans le tout politique. Les gens ont vraiment l'option de pouvoir faire de la politique librement. Les gens ont l'option de pouvoir être en administration librement, mais quand même qu'on nous appuie à développer ce pays-là, parce que nous n'avons que le Sénégal en commun. Et je pense que ça craint, ça craint. Et il faudrait que quand même que chacun puisse contribuer à sa façon et puisse amener sa pierre à l'édifice et que l'on soit focus sur vraiment l'aspect développement, émergence économique. Encore une fois, le PSE est bien pensé. Le 29 septembre, je pense, le document a été revu pour permettre une accélération et une correction, une adaptation après la Covid. Je pense qu'aujourd'hui, l'État doit se donner les moyens, mais aussi faire un formatage de fonds pour permettre vraiment aux uns et aux autres d'y croire encore. Parce qu'on a un problème de croyance en la chose et il faut que les uns et les autres y travaillent. Voilà, merci. De très bonnes impressions de notre très cher invité, notre directeur, notre inspecteur. Ça nous revient de droit de donner nos impressions par rapport aux questions qui touchent un peu notre pays. Alors c'est un plaisir, chers amis internautes. Je vous rappelle qu'on avait reçu notre directeur, notre inspecteur du travail, M. Dembo Diop, qui parlait sur le marché du travail sénégalais. Donc vous avez vraiment eu à écouter avec lui de très bonnes questions sur le marché du travail. Et je vais vous remercier, monsieur le directeur, vraiment de votre disponibilité et de votre aussi pertinence et de votre éloquence même. C'est moi qui vous êtes un jeune talentueux, entrepreneur,
Et je pense que vous avez tapé pendant plusieurs mois pour avoir cette émission. Et je pense qu'on doit donner la chance aux uns et aux autres. Et ne pas concentrer la chose sur sa propre personne. Aujourd'hui, il faut se démettre, se déshabiller de statut, de niveau et peut-être contribuer chacun à sa façon au développement du pays. Et je vous, voilà. En tout cas, merci pour ces compliments. C'était votre émission exposée de Monsieur Dembo Diop. Donc nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un autre numéro de votre émission Exposé 2 avec d'autres thèmes qui impactent un peu notre pays, le Sénégal. Et je vous invite à abonner dans notre chaîne YouTube et Facebook aussi, de nous suivre là-bas à travers nos émissions et nos activités, notre programme. Donc je vous donne rendez-vous. C'était votre ami et frère Cheikh Tidiane Mbaye qui était au micro. Et aussi Balla Diara qui était au niveau de la réalisation. Donc c'est un plaisir de vous retrouver ici et je vous donne rendez-vous prochainement dans votre émission Exposé 2. Merci beaucoup.